Novembre 1991. Direction la Californie. Pénitencier de Vacaville, près de San Francisco. Stéphane Bourgoin a 38 ans à l'époque. Ça fait 10 ans qu'il a commencé à rencontrer des tueurs en série dans les prisons américaines. Mais ce jour-là, c'est la première fois qu'une caméra l'accompagne pour filmer son face-à-face avec un tueur. Derrière ces grilles, l'homme qu'il va rencontrer ce jour-là est l'un des plus célèbres serial killers américains. L'un des plus cruels aussi. Il s'appelle Ed Kemper. Un psychopathe condamné pour le meurtre de 8 femmes. Il les a toutes décapitées et démembrées. Malgré sa peur, Stéphane Bourgoin décide d'entrer directement dans le vif du sujet. Quels étaient vos fantasmes? Mes fantasmes? Oui. Mon fantasme, c'était de posséder des têtes coupées de femmes. Les hommes ne m'excitaient pas. Ils ne me plaisaient pas. J'avais vu ça dans des films quand j'étais jeune. Dans beaucoup de scènes d'horreur, on voyait des gens qui tombaient sur des têtes coupées, par exemple, en ouvrant une porte ou un tiroir. Tout ça est resté gravé dans mes fantasmes morbides. Et pour le choix des victimes? Je n'avais pas de critères précis. C'était le hasard. C'était en fonction de mes pulsions meurtrières. Pour les 2 dernières, j'étais tellement sur les nerfs que j'aurais tué n'importe qui. Mais qui est donc ce tueur impitoyable? Retour en arrière, tout commence en 1948, à Burbank, en Californie. Ed Kemper naît dans une famille de la classe moyenne américaine. Une famille apparemment sans histoire. Mais derrière les murs de cette maison, un drame se joue à l'abri des regards. La mère d'Ed Kemper tyrannise son fils, le seul garçon de la famille. Le soir, après le repas, quand la famille allait se coucher, mes sœurs et ma mère montaient à l'étage dans leur chambre. Et moi, j'étais obligé de dormir au sous-sol, dans la cave. À l'âge de 8 ans, j'avais du mal à comprendre pourquoi je devais aller dans la cave. Dans mon esprit, elles allaient dormir au paradis et moi en enfer. Donc quand j'étais au sous-sol, j'élaborais des plans de vengeance contre tout le monde. Tous mes ennemis, les copains qui m'emmerdaient à l'école et tous les gens qui me rabaissaient. Quand j'avais 8 ans, j'avais inventé quelques jeux morbides. Et c'était quoi, ces jeux? Alors, il y en a un dont je me souviens. Il s'appelait Chambre à gaz. Ou un autre qui s'appelait Chaise électrique. Avec ma sœur, on y jouait dans un grand fauteuil dans ma chambre. Ce qui nous fascinait dans ces jeux, c'est qu'ils brisaient la monotonie. De toute façon, on n'avait pas beaucoup de jouets et on s'ennuyait assez vite, donc on cherchait à se distraire par tous les moyens. C'est lors d'une fête foraine que la vie du jeune Ed bascule. Le garçon de 8 ans, rempli de fantasmes, assiste alors à un tour de magie qui va déclencher ses pulsions meurtrières. Il y avait cette foule d'enfants et au milieu un spectacle de magie. Il y avait une fausse guillotine. Vous connaissez sûrement le principe, on pose une patate et la tête de quelqu'un en dessous. Et quand la lame descend, elle coupe la patate en 2, mais la tête reste entière. Et le magicien cherchait un volontaire. Et moi, j'étais au milieu de cette foule. Tout à coup, il y a une jeune fille très jolie d'ailleurs, de 16 ans, qui s'est portée volontaire. Elle monte sur l'estrade en rigolant. Et ça m'a tellement fasciné, c'est là que j'ai confondu la réalité avec la fiction et mes fantasmes. J'aurais dû me douter qu'on ne pouvait pas tout simplement couper la tête de quelqu'un en plein milieu d'une foule, sur la place publique. Mais la simple idée m'a vraiment excité. Du fantasme à la réalité.
Quelque temps après ce tour de magie, le petit écolier passe à l'action. Ce n'est que partie remise. À l'adolescence, sa mère l'envoie vivre chez ses grands-parents dans la campagne profonde. Ed les tue tous les deux à coups de fusil. Il a 14 ans. Ma grand-mère ne voulait jamais me laisser sortir. Dès que je m'éloignais, elle criait déjà mon nom. Elle pensait que je voulais rejoindre les jeunes du village et que j'allais devenir un délinquant. Je n'avais pas le droit de quitter leur domaine, de me balader tout seul. Cette pulsion meurtrière que je ressentais pour ma mère, je l'ai reportée sur mes grands-parents. Et ces fantasmes de décapitation, je les avais déjà à l'époque. Pour Ed Kemper, fini l'hôpital psychiatrique, il est relâché dans une société en pleine effervescence. C'est le début des 70s, de la libération sexuelle, notamment sur les campus californiens. Ed Kemper, lui, continue à être tyrannisé par sa mère et accumule de la frustration. Ma mère travaillait à l'université. Elle ne voulait pas me présenter ces jeunes étudiantes en disant que j'étais comme mon père, que je ne méritais pas de les rencontrer. Elle m'empêchait de les voir parce que j'étais pas assez bien pour elle. Elle était là pour m'humilier. Elle m'utilisait pour montrer à quel point les hommes étaient inférieurs aux femmes. À 21 ans, Ed est alors comme une cocotte minute prête à exploser. Mais il n'ose pas s'attaquer à sa mère. Quand la haine est trop forte, il prend sa voiture et sillonne les routes de Californie pendant des heures et des heures. 2 ans avant de commettre les meurtres, je crois que vous avez beaucoup roulé pendant la nuit. Mais je roulais aussi pendant la journée. J'étais enfin libre. Et c'était une manière de vivre cette liberté, de me débarrasser de cette odeur de prison. J'adorais conduire, c'était mon passe-temps préféré. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autostoppeurs. Pour déjouer leur méfiance, j'avais mis au point une méthode. Si vous arrivez droit sur eux, que vous montrez que vous êtes pressé de les embarquer, personne ne va monter dans votre voiture. Mais si vous regardez votre montre en faisant semblant de vous demander si vous avez le temps de vous arrêter, on va vous prendre pour un homme d'affaires et personne ne va se méfier. J'ai mis au point tout un jeu. Et en discutant avec les gens dans la voiture, j'en apprenais plus sur les critères qui font que les autostoppeurs montent dans la voiture ou non. On a dit plus tard que c'était des répétitions pour mes crimes. Mais c'est pas vrai. C'était comme un jeu d'échecs que j'ai détourné. Et j'étais vraiment devenu très fort à ça. Et plus tard, quand j'ai commencé à tuer des gens, j'utilisais ces méthodes contre eux. Après 2 ans de repérage, Ed Kemper démarre sa véritable carrière de tueur le 7 mai 1972. Ce jour-là, il sélectionne 2 autostoppeuses, les étudiantes Marianne Pesquet et Anita Luquesa, toutes les deux âgées de 18 ans. Les 2 premières victimes, c'était un cauchemar, un vrai choc. J'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables. J'aurais pu être pris très facilement. Le couteau était une solution de rechange. En fait, j'avais essayé de l'étrangler, mais ça n'a pas marché. Elle s'était débattue et avait essayé de me raisonner. Donc ça m'avait énervé et j'avais sorti ce couteau de ma poche. Je l'ai poignardée. Elle n'est pas morte sur le coup. Je pensais qu'elle allait s'écrouler. C'est ce qui se passe dans les films. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand vous poignardez quelqu'un, il se vide de son sang. Et plus vous le poignardez, et plus vite il devrait mourir. Mais ça ne marche pas comme ça. Je l'ai poignardée. Elle s'est même retournée. Je l'ai poignardée sur le côté et dans le ventre. Vous voulez savoir pourquoi? J'aurais pu la poignarder dans le cœur quand elle s'est retournée. Mais il y avait ses seins. Et ça m'a bloqué. Je ne pouvais pas imaginer poignarder ses seins. Je ne voulais pas l'avouer à l'époque. C'est humiliant d'avouer que ses seins m'avaient perturbé à ce point.
Je l'ai poignardée dans le ventre, pas pour lui faire du mal, juste pour la faire taire. Et ensuite, je lui ai tranché la gorge. J'ai appris à ce moment-là ce que signifiait l'expression « d'une oreille à l'autre ». Elle s'est évanouie suite à ça. Je suis sorti de la voiture, j'avais les mains en sang. Et je me suis dit, oh putain, je l'ai fait, maintenant je dois tuer l'autre. En un an, 6 étudiantes vont connaître le même sort. Elles sont toutes enlevées près de leur campus universitaire alors qu'elles font de l'autostop. Et toutes sont tuées selon le même rituel, bien rodé. Jeudi soir, je l'avais tué. Le lendemain, je n'ai pas été travailler. Je l'ai découpé. Et dans la nuit suivante, j'avais enterré son cadavre. Je me suis débarrassé de son corps, mais j'ai gardé ses mains et sa tête parce qu'ils permettent l'identification de la victime. Je les ai emmenés dans mon appartement. Mais aucun trophée ne parvient à rassasier l'appétit meurtrier de Kemper. Car celle qu'il a vraiment envie de tuer n'est autre que sa propre mère. En réalité, je détruisais des icônes. Je voulais m'attaquer à ma mère sans me l'avouer. C'est mesquin, c'est petit de ne pas avoir eu le courage de lui parler à elle. Mais c'est la vérité. Pourquoi, sinon, je vous dirais ce genre de choses aujourd'hui? C'est finalement au printemps 73 que Kemper se décide à éliminer la cause de toutes ses souffrances. Pendant la semaine qui a précédé le meurtre, je devenais de plus en plus déprimé. Je me renfermais sur moi-même. À chaque minute de la journée, je pensais à ce que je voulais faire le week-end suivant, et c'était le week-end de Pâques. Je suis rentré dans sa chambre pour lui parler, et à ce moment-là, j'espérais qu'elle me dirait quelque chose qui pourrait me faire changer d'avis. Un petit espoir un peu fou. Qu'elle dise quelque chose. Mais vous aviez un marteau avec vous. Attendez, vous allez trop vite. Je suis allé lui parler en espérant qu'elle me ferait changer d'avis. Mais quand elle m'a vu, elle a soupiré. Elle a fermé le livre qu'elle était en train de lire et elle m'a dit « Mon Dieu, je suis sûr que tu es encore venu me parler toute la nuit. » Elle le disait souvent, ça. Mais cette fois-ci, j'ai tourné les talons et je lui ai dit « Non, je veux pas te parler. Bonne nuit. » Elle savait que j'étais blessé. Elle pensait sûrement qu'on allait se réconcilier le lendemain matin. Mais moi, je savais qu'on n'allait plus jamais se parler. Et je suis retourné dans ma chambre. Je suis resté allongé toute la nuit sans dormir, jusqu'à 5 heures du matin. Et ensuite, je suis allé dans sa chambre avec le marteau. Et je lui ai défoncé le crâne. Et tranché la gorge. Soulagé, c'est tout sourire qu'Ed Kemper se livre à la police le 24 avril 1973. Ed Kemper a avoué tous ses meurtres. Il a été condamné à perpétuité. Une peine qu'il purge à la prison de Vacaville en Californie. Kemper est toujours vivant. Il a 61 ans et travaille à la bibliothèque de la prison. Il a même reçu un prix d'excellence pour son travail. Il enregistre des livres sur cassette pour des personnes non-voyantes. C'est aujourd'hui le 2e prisonnier le plus ancien des États-Unis. Direction la prison de Stark, en Floride. C'est derrière ces murs que Stéphane Bourgoin a rencontré l'une des légendes des tueurs en série. C'est lui, Otis Toole, 44 ans à l'époque. Ce jour-là, Stéphane va tenter une approche des plus originales. Pour gagner la confiance du tueur, il va plaisanter avec lui sur un sujet des plus macabres. On m'a envoyé votre recette de sauce barbecue. Je l'ai essayée et je dois vous dire qu'elle est très bonne. Oui, c'était bon? Oui, même si je ne l'ai pas goûté sur le même type de viande que vous.
C'est bon avec n'importe quelle viande. On m'a dit que vous vouliez publier vos recettes cannibales. Oh oui, j'aimerais bien. J'ai appris que quelqu'un en Australie avait gagné 1 000 $ dans un concours grâce à une de mes recettes. J'ai lu ça dans un journal. Le film d'horreur commence en 1947 à Jacksonville, dans le nord de la Floride. Otis Toole est né dans les bas-fonds de l'Amérique. Ses parents sont pauvres et analphabètes. L'enfance d'Otis Toole est un vrai cauchemar. Violé par son père et prostitué par sa grande sœur. Sa grand-mère sataniste l'oblige à participer aux sacrifices d'animaux et profanation de cadavres qu'elle déterre dans les cimetières. À l'âge de 12 ans, Otis Toole se met à sillonner les États-Unis. Il boit, se drogue, se prostitue. C'est l'un de ses clients qu'il va tuer, à 14 ans. Quelle impression ça vous faisait de tuer? Tuer, c'est comme un shoot d'adrénaline qui vous transperce le cerveau. Parfois, j'avais l'impression de m'évanouir. C'est un sentiment très difficile à décrire. Moi-même, j'ai du mal à le comprendre. Qu'est-ce qui vous faisait commettre un crime? Je tuais quand quelqu'un me frappait, me parlait mal ou me ridiculisait. Je ne supportais pas ça. Et puis, il n'y avait pas qu'une seule manière de tuer. Il y en avait tellement que je n'arrive pas à les compter. Après une errance meurtrière en solitaire, Otis Toole rencontre à 28 ans un autre tueur en série, Henry Lee Lucas, un jeune routard du crime au lourd passé criminel. Plusieurs meurtres à son actif, dont celui de sa propre mère. Ensemble, Otis Toole et Henry Lee Lucas vont faire un vrai carnage. Le duo infernal assassine, torture et viole des hommes, des femmes, des enfants et même des animaux. Il était comment, Henry, quand vous l'avez rencontré? Il était calme, mais on ne savait jamais ce qu'il avait dans la tête. Un jour, Henry a tué une femme et violé le cadavre, mais il en voulait encore plus. Il a vu une chèvre et il voulait se la faire. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il portait des bottes et il avait mis les pieds arrière de la chèvre dans ses bottes et il s'est mis à baiser la chèvre comme ça. J'avais jamais rien vu de pareil. Vous imaginez ça? Baiser une chèvre. Je n'ai jamais vu un mec aussi dégueulasse. Il était trop. Je me demande comment j'ai pu le supporter. Un cas unique, même pour le spécialiste du crime. Car Otis Toole et Henry Lee Lucas cumulent toutes les déviances et les perversions possibles. Sadisme, zoophilie ou encore pyromanie. Rien n'excite plus Otis Toole qu'un bel incendie. Le sexe et le feu en même temps, pour moi c'est le pied, c'est l'extase totale. Parfois je rêve d'incendie, des flammes hautes de 3 ou 4 étages. Et moi en train de me... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas possible ici. Tout ce que vous pouvez faire, c'est des petites flammes. Je n'ai pas vu de feu depuis que je suis ici. Otis Toole et son compagnon de route n'ont aucune limite dans l'horreur. Ils vont jusqu'à adhérer à une secte sataniste et participer à des orgies macabres.
Celui qui avait tranché la gorge de la victime l'a baisé, et ensuite l'animal l'a baisé aussi. Et après, on tuait l'animal. Et on préparait une grande fête. On préparait un plat en faisant cuire ensemble l'animal et le cadavre. Et ça faisait un super festin. Entièrement dévorés, certains corps ne seront jamais retrouvés après l'arrestation du duo diabolique en 1983. Otis Toole et Henry Lee Lucas ont revendiqué plus de 300 meurtres. Mais on ne connaîtra jamais le nombre exact. Otis Toole a emporté le secret dans sa tombe. Il est mort du sida 5 ans après son entretien avec Stéphane Bourgoin. L'homme qui a terrorisé Stéphane Bourgoin, c'est lui, Gérard Scheffer, 47 ans à l'époque de l'entretien. Reconnu responsable de 34 meurtres, il nie tout en bloc. Le défi de Stéphane Bourgoin, c'est donc d'obtenir des aveux. Et d'emblée, le pari s'annonce difficile. Vous êtes accusé de quoi? J'ai été accusé d'avoir tué 34 femmes. Mais personne n'a jamais été capable de donner les 34 noms, ni les lieux des crimes. Rien du tout. Ces accusations sont fausses. Et vous avez été condamné pour quoi? J'ai été condamné pour un double meurtre à Fort Pierce. On n'a jamais établi que j'étais sur les lieux du crime et qu'il y ait eu un lien entre moi et les victimes. Le double meurtre pour lequel il a été condamné en 1973, c'est celui de Susan Place et Georgia Jessup, 2 autostoppeuses. Gérard Scheffer est alors policier à Fort Lauderdale en Floride. Lorsqu'il embarque les 2 jeunes filles dans sa voiture de fonction, elles ne se doutent pas encore que l'officier de police les emmène vers leur dernière destination, dans les marais des Everglades. Ce sont des promeneurs qui vont découvrir, par hasard, les ossements des 2 jeunes filles. Les fouilles approfondies de la police vont permettre de localiser et d'identifier les autostoppeuses mystérieusement disparues. Un témoin les aurait vues monter à bord de la voiture de Scheffer. Une perquisition est aussitôt lancée au domicile du policier. Scheffer est aussitôt arrêté. Son histoire fait la une de la presse. Il est présenté alors comme le plus grand tueur de femmes de tous les temps. Pourquoi avez-vous déclaré à certains journaux que vous êtes le plus grand tueur en série de tous les temps? Mais qui dit ça? C'est le procureur Robert Stone qui dit ça. C'est pas un secret. C'était sur la une du Palm Beach Post, le 13 mai 1973. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Robert Stone et le Palm Beach Post. Alors, si je le dis moi, je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai toujours nié les faits. Robert Stone a dit que j'étais le plus grand tueur de femmes de ce siècle. C'est des conneries. Il ment. Le procureur serait un menteur. Et pourtant, vous allez voir que Scheffer est loin d'être au-dessus de tout soupçon. Avant son double meurtre, il avait déjà été arrêté pour une histoire semblable. À l'été 72, 2 autostoppeuses se présentent au commissariat de police. Elles prétendent avoir été conduites dans les marais, puis ligotées par un policier. Voici les photos de la reconstitution faite à l'époque. Les jeunes filles ont réussi à se libérer et désignent Gérard Scheffer comme leur agresseur. Pour sa défense, le policier raconte qu'il a organisé cette petite mise en scène pour effrayer les 2 jeunes filles et les dissuader de faire du stop. On le croit. Et à l'époque, il est simplement démis de ses fonctions. Gérard Scheffer retrouve la liberté et recommence à tuer. Ses crimes, il les raconte sous forme de nouvelles. Des écrits troublants que le tueur n'hésite pas à dédicacer et qui sonnent comme des preuves pour Stéphane Bourgoin.
Quand avez-vous commencé à écrire? Oh, vous voulez que je vous parle de mon livre? C'était en 1963. J'ai commencé à écrire et à être publié en 1963. Quel était votre but en écrivant Journal d'un tueur? Oh, mon but en écrivant Journal d'un tueur... Eh bien, quand vous regardez la télé, vous vous rendez compte que les criminels sont présentés comme des vedettes. Et moi, je voulais faire de ma vie un bon exemple. Alors, j'espérais que Journal d'un tueur serait quelque chose d'utile à la société. Mais le résultat est mitigé. Certains lecteurs disent « Oui, ce livre est vraiment bien ». D'autres disent que c'est vraiment dégoûtant. Et moi, je leur dis « Oui, c'est vraiment dégoûtant ». Mais est-ce que ce livre vous fait vraiment détester le meurtre ou ça vous donne envie de commettre des meurtres? Et si ça vous fait détester le meurtre, j'ai gagné mon pari. Est-ce que cela vous horrifie? Est-ce que vous allez y réfléchir maintenant à 2 fois avant de prendre un autostoppeur? Les filles, allez-vous faire plus attention à celui que vous allez ramener chez vous? Pour piquer à vif l'orgueil de Schaeffer et provoquer des aveux, Stéphane Bourgoin décide alors de lui parler de son voisin de cellule, Ted Bundy, un autre serial killer, tueur de femmes. Est-ce qu'il revivait ses meurtres en permanence? Non, mais un jour il m'a confié qu'il avait suivi mon cas dans les magazines de faits divers. Il m'a dit qu'il avait tué 2 filles à Washington en copiant mon double meurtre. Je crois que c'était Ott et Naslund. Il les a pris en stop, les a étranglés et violé leurs cadavres. Ensuite, il est retourné sur les lieux du crime pour violer les cadavres une 2e fois et couper leur tête, comme s'il voulait me rendre hommage. Ce n'était pas de la vantardise, mais un hommage qu'il voulait me rendre. Combien t'en as eu, Jerry? On dit 34. Mais c'est vraiment tout? Est-ce que t'as eu des cimetières privés? Moi, je lui répondais, Ted, je suis le meilleur. Lui, il avait 36 victimes. Et il voulait être le meilleur. Il était obsédé par moi, parce que j'en avais 34, et il avait peur que j'ai d'autres victimes. Il cherchait tout le temps à me faire dire « Non, 34, c'est tout ce que j'ai. » Mais je ne lui ai jamais fait ce plaisir. Je savais très bien que le nombre de mes victimes le rongeait. Et ma seule façon de lui clouer le bec était de dire « Ted, c'est moi le meilleur. » Toi, tu vas griller sur la chaise et moi je serai là, le meilleur. Et toi, t'es rien. Ça le rendait malade. Et je sortais l'article du Palm Beach Post en lui disant « Lisa, c'est culte. La une du Palm Beach Post. » C'est moi, le chef du culte. Gérard Schaeffer, le tueur des marais de Floride, est lui aussi mort en 1995 avec son secret, le véritable nombre de ses victimes. Car la plupart des corps ne seront jamais retrouvés. Ils ont été dévorés par les alligators.